Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur notre plateforme TED Signature, durant lequel je vais vous présenter le fonctionnement de cette plateforme pour récupérer, pour collecter la signature d'un destinataire. Alors, cette plateforme, nous l'avons sous les yeux. Alors peut-être avant de débuter, oui, voilà, les principes de fonctionnement. Donc vos micros sont coupés, excusez-moi. Vous aurez l'accès à un chat qui vous est proposé par GoToWebinar. N'hésitez pas à me solliciter par chat. Dans la mesure du possible, je réponds au fur et à mesure des questions. Donc, je ne vous garantis rien, mais en tout cas, j'essaierai de le faire. Donc, dans l'immédiat, merci de me confirmer que vous m'entendez correctement et que l'écran s'affiche correctement sur vos écrans. Donc, à vous de jouer et déjà de vous familiariser avec la zone de chat pour me faire votre retour. Nous débutons d'ici quelques secondes. Voilà, les premiers retours se font, c'est parfait, ça marche, parfait, top, excellent. Merci à tous. Alors, c'est parti, nous débutons. Donc, Claude Fabier à la manœuvre ce matin. euh, de l'équipe des éditions Compagnons. Nous allons évoquer cette plateforme de dématérialisation de la signature. Alors, le terme signature est bien vaste puisqu'il recouvre des signatures de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire signer? Tout un tas de documents. On peut faire signer des devis, des bons de commande, on va faire signer un contrat de travail, un avenant, on va faire signer un contrat de partenariat avec un fournisseur, avec un client. Donc, on a une multitude d'applications que l'on va pouvoir solliciter, d'accord, pour signer, pour collecter une signature. Alors, c'est fini le temps du gris-gris sur un document, on sortait son plus beau stylo. Alors maintenant, on va sortir son téléphone avec un SMS éventuellement et on va aussi utiliser sa souris. Allez, donc on va y aller et on va se connecter sur cette plateforme. Alors, cette plateforme, vous l'avez sous les yeux, c'est une plateforme en mode SaaS, d'accord, qui ne nécessite l'installation d'aucune application ni de quoi que ce soit. On y accède tout simplement après avoir franchi, évidemment, le nom de connexion et le mot de passe associé à votre connexion. C'est parti, nous y allons. Alors, nous voilà sur le tableau de bord d'accueil, d'accord, et nous allons pouvoir ainsi regarder les forces en présence. Alors, ce tableau de bord qui fait triste mine ce matin, puisque on a aucun contractant, on n'a rien à voir sur les compteurs, mais l'idée, on va rapidement avoir des choses. Alors, sur la partie gauche, on trouve les menus, d'accord. On va se consacrer ce matin sur la partie signature. Sachez que cette plateforme permet aussi de prendre en charge la dématérialisation des bulletins de salaire et la dématérialisation des factures sortantes, pour le coup. On va se contenter ce matin d'évoquer la notion de signature. Au préalable, quelques éléments de paramétrage, si vous voulez bien, puisque c'est important de bien voir où on va et qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme. Alors, sur cette plateforme, on a des paramètres, comme toute plateforme, et au premier rang desquels on a des informations liées à l'entreprise. Bon, donc voilà, on identifie l'entreprise, on a la possibilité d'ajouter un logo, donc logo qui permet d'avoir quelque chose de sympathique, puisque ce logo, il va être porté auprès des destinataires qui doivent signer les documents. C'est bien qu'il y ait le logo de l'entreprise ainsi que l'identité visuelle. Des éléments plus généraux, comme le fuseau horaire, c'est important de savoir où s'effectue la signature, et puis aussi des éléments liés à la sécurité de l'accès, puisque cette plateforme, on va s'y connecter et on peut tout à fait avoir une stratégie de mot de passe, une stratégie de sécurité différente. D'accord. Alors, donc une question de Patrice directement, donc merci Patrice. Donc comment dirais-je, l'interface effectivement reste identique, d'accord. L'interface de la plateforme reste identique si on traite des bulletins, de la facture et de la signature. On est dans un même contexte, on active, on n'active pas, tout simplement, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc on a une plateforme, ma foi, qui est unique, et sur laquelle on va pouvoir déposer plusieurs types de documents. Allez, je reprends. Concernant les paramètres, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose, vous voyez, concernant l'aspect signature. Ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les utilisateurs. D'accord. Sur la plateforme, on a des utilisateurs, on a des personnels qui vont s'y connecter. Et ces personnels, on va les identifier, évidemment, et on va leur donner des missions. Alors, sur la plateforme,
on n'a pas de limite en nombre d'utilisateurs. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de coût par utilisateur, donc on peut créer autant d'utilisateurs comme on le souhaite. Donc pas de limite, ce qui est assez appréciable et tout à fait agréable. Un utilisateur est identifié par un compte de connexion, un nom de connexion plutôt, et puis un email associé, puisqu'il s'agit évidemment de garantir l'authentification par cet email qui réceptionne un compte de connexion, un mot de passe. Alors vous avez vu, j'ai nommé de façon explicite les utilisateurs, hein, puisque sur cette plateforme, on va pouvoir identifier des personnels avec des missions différentes. D'accord? Et dans le cas de la signature, on va pouvoir identifier un personnel qui est de type préparateur. Ah, donc, comme son nom l'indique, c'est celui qui prépare le document à signer. On a ensuite celui qui valide, le valideur. D'accord? Hein, c'est celui qui va finalement contrôler le job du préparateur. Et puis, on a aussi celui qui engage, d'accord? Qui engage l'entité morale, qui engage la signature. Hein, c'est celui, le signataire, hein, qui engage l'entité morale, hein, puisque dans le cas d'une signature d'un devis, par exemple, ou d'un contrat de travail, eh bien, il y a une entité morale derrière l'employeur. Donc, c'est celui qui engage l'entreprise. Voilà. Donc, on les a nommés comme ça, je les ai nommés comme ça et on les retrouvera tout à l'heure. Donc, ces utilisateurs, hein, on va pouvoir bien évidemment les réutiliser dans ce que nous appelons les comptes émetteurs. Alors, ces comptes émetteurs, ben, c'est pouvoir gérer deux types d'éléments, on va dire. C'est ce qu'on appellerait le multisociété. Donc, si vous avez plusieurs sociétés, dans le cas du bulletin, dans le cas de la facture, eh bien, on pourrait identifier les multiples sociétés au sein d'un groupe avec des filiales, donc la notion de multisociété. Mais cette notion de compte émetteur va servir aussi à identifier des services dans une entreprise. Donc là, vous voyez, j'ai volontairement créé un compte émetteur qui s'appelle signature des devis. Ah oui, parce que je peux avoir un contexte particulier dans le cas de signature de devis et j'ai fait exprès d'utiliser aussi le service RH, puisqu'on peut faire signer au service RH des documents divers et variés qui vont être aussi portés par le service RH. Donc, on va pouvoir démultiplier les comptes émetteurs en fonction des missions, en fonction des types de signatures qu'on veut mettre en œuvre. Donc, on n'est pas limité, on peut en créer autant qu'on veut. C'est des découpages. Tiens, on pourra faire une signature sur les documents d'achat, par exemple, hein, les contrats partenaires, les contrats avec les fournisseurs. Eh bien, on va créer un compte émetteur et il ne faut pas se priver de ça que de pouvoir dédoubler, démultiplier ces notions-là par le biais d'un compte émetteur. Alors ce compte émetteur, on va regarder un peu plus précisément de quoi il retourne. Un compte émetteur est identifié par un nom que l'on retrouve ici, une adresse email, un nom d'expéditeur visible par les destinataires, oui, parce qu'il s'agit d'échanger par des emails, hein, on va prévenir le destinataire par mail qu'il doit signer un document, une adresse postale, un contact et un identifiant hein, au cas où on ait besoin d'identifier de façon claire, ça peut être le SIRET ou le SIRET. Ensuite, sur ce compte émetteur, on va associer des opérateurs. Des opérateurs, en gros, qui c'est qui va œuvrer sur ce compte émetteur, qui c'est qui va œuvrer sur ce type de signature. Dans le cas du RH, qui c'est qui intervient. Et là, on retrouve qui? Bien, on retrouve nos fameux utilisateurs que j'ai nommés tout à l'heure, valideurs, signataires, etc. Et c'était simplement pour vous évoquer qu'un utilisateur qui est rattaché ici au niveau d'un compte émetteur, on va lui donner des droits, on va lui donner des autorisations. Qu'est-ce que tu as droit de faire, toi? Eh bien, dans le cas de la signature RH, celui qui s'appelle préparateur, évidemment, hein, il s'appellera avec un nom et un prénom, mais il peut préparer les contrats, il peut gérer les contractants, suivre les contrats. Par contre, regardez, il ne peut pas valider les contrats ni les signer. Bah oui, puisque ce n'est pas son job. Ainsi, on organise les droits des utilisateurs. Alors pourquoi je peux faire ça? Tout simplement parce que moi je suis connecté avec le super admin, le super utilisateur. Donc si le préparateur se connectait avec son compte, évidemment, il n'aurait accès qu'aux fonctionnalités qui lui ont été fournies par l'administrateur qui organise les droits. De la même façon, le valideur, quant à lui, bah, il a des droits hein, moindres ou plus supérieurs, j'allais dire, au préparateur, mais moindres que le signataire. Voilà, il peut valider les contrats, gérer les contractants, suivre les contrats. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Et enfin, on a le signataire qui, quant à lui, qui engage l'entreprise. Il va gérer les contractants, suivre les contrats et signer les contrats puisqu'il y a un engagement. Alors après, on peut avoir des utilisateurs, j'allais dire, qui ont toutes les autorisations. C'est mon cas. Donc, je suis rattaché à ce compte émetteur. Je peux préparer, je peux valider, je peux signer les contrats. Voilà. Les droits
ici qui sont attachés aux utilisateurs sur ce découpage, sur ce compte émetteur. Ensuite, on va parler de services de signature. Et là, pour le coup, on va pouvoir mettre en œuvre plusieurs types de signatures. D'accord? Alors, sachez que la technologie de signature nous est proposée par Contralia. Contralia est une filiale du groupe La Poste et qui nous fournit toute la technologie de signature. Et donc, on a un opérateur, on a un tiers de confiance qui s'appelle Contralia qui garantit effectivement que la signature qui va être utilisée par la plateforme est tout à fait conforme. Donc, nous avons fait le choix du groupe La Poste parce que vous connaissez nos accointances et nos autres solutions les autres solutions de La Poste que nous utilisons. C'est une société qui est totalement indépendante, qui est franco-française. On a l'assurance que elle n'ira pas s'exiler dans un pays étranger. Alors, au niveau de la signature, vous voyez, j'ai 4 services de signature, mais je pourrais en avoir bien plus. Alors, ces services, je vous propose d'aller les consulter. Ici, là, vous voyez, dans le menu, ici, services, on va retrouver tous les services, quel que soit le type d'envoi. Alors, oui, puisqu'on traite aussi de la facture, je vous rappelle, mais là, on va se concentrer sur ces services. Donc, quand on crée un nouveau service, on a un bouton ici qui permet de créer un service de signature Contralia. Et puis là, on a un certain nombre d'options et en fonction des options que l'on va cocher ou décocher, eh bien, effectivement, on va pouvoir nommer le service comme on le souhaite avec un titre. Voilà pourquoi j'ai plusieurs services disponibles. Alors, les options, on les regarde un petit peu. Donc là, première chose, est-ce que l'entreprise signe en utilisant un OTP? Alors, si je vous ouvrais les micros, qui sait ce qu'est qu'un OTP? Eh bien, un OTP, c'est un one-time password. C'est un mot de passe à usage unique. Et ce mot de passe à usage unique est acheminé par un SMS. On connaît tout ça. On veut valider un achat ou je ne sais quoi. Eh bien, on va utiliser un SMS. On va recevoir un SMS qui va nous garantir la transaction. L'idée, c'est ça aussi, c'est l'OTP. Alors, dans le cas d'une signature, on peut ou pas demander un OTP. Alors l'OTP, il y a l'OTP pour le destinataire, mais il y en a aussi l'OTP pour l'entreprise. Est-ce que l'entreprise utilise un OTP? Donc là, en fonction du contexte, je veux dire oui ou non. Non, l'entreprise ne signe pas avec un OTP pour ce type de signature. Pareil, est-ce que la signature de l'entreprise est apposée automatiquement après celle du destinataire? Bah oui, ça peut être sympa. Tiens, prenons le cas des devis. On envoie un devis à signer auprès d'un client destinataire. On ne va pas demander au chef d'entreprise de signer ce devis, quoi. On ne va pas l'engager, puisque si on envoie le devis auprès d'un client destinataire, ce n'est pas pour demander à l'entreprise, au chef d'entreprise, de dire ouais, c'est bon, je suis d'accord avec ce devis. On s'en fiche un peu, quoi. Hein. Donc voilà pourquoi ces options vont être activées ou pas, et vous commencez à comprendre qu'on va avoir plein de déclinaisons en fait. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec beaucoup de services. De la même façon, est-ce que le destinataire signe avec un OTP? Ouais, ça c'est bien, je suis avec le service RH, ouais, je veux avoir quelque chose, je veux être sûr que le destinataire signe avec un code OTP. Eh bien, il s'agit, dans le cas d'un OTP, de gérer le numéro de téléphone. Et oui, parce que ce numéro de téléphone, il va être saisi quand? Est-ce que ce numéro de téléphone est saisi, d'accord, au moment de la préparation, c'est-à-dire que c'est le destinataire qui va donner son numéro de portable, ou alors non, on va devoir le renseigner. Donc ça va renforcer le dossier de preuve, d'accord, pour dire ben, le numéro de téléphone, cher collaborateur, pour te permettre de signer ton contrat de travail, donne-moi ton numéro de portable que je vais saisir dans ta fiche pour que pour que la plateforme puisse l'utiliser au moment de la signature. Donc tout ça dans un objectif de renforcer, d'accord, un dossier de preuve. Voilà. Et enfin, on pourrait tout à fait envisager de ne pas cocher la case. On n'a aucune case de cocher. L'entreprise ne signe pas avec un OTP. Il n'y a pas de signature d'auto-signature. Il n'y a pas d'OTP pour le destinataire et le document n'est pas archivé. Ben là, c'est une signature simple, quoi. On pourrait l'appeler comme ça. Signature simple. D'accord? Voilà. Donc, sans OTP, ni pour le destinataire, ni pour l'émetteur, et pas de numéro de téléphone, évidemment. Voilà. Donc, vous voyez, on va pouvoir décliner, d'accord, en fonction des options, des différents services et que l'on peut potentiellement utiliser. On les trouve ici. Et ces services, évidemment, vont être à disposition du compte émetteur. Et dans le cas du RH, je pourrais dire, mais tiens, je veux travailler avec des services, d'accord, où on demande un OTP parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus sécurisé. Peut-être dans le cas du devis, on va faire une auto-validation, d'accord, et donc avec un système de signature qui sera moins contraignant pour l'employeur. Donc vous avez compris, on organise le compte émetteur et vous verrez comment ça se manifeste. Ensuite, au niveau des paramètres, toujours sur ce compte émetteur, on va trouver la notion de signature. Alors là, il s'agit de déposer le tampon de l'entreprise. Bah oui, ça peut être sympa. Hein.
Donc, on scanne le tampon. Donc, c'est pour visuellement notifier sur le document signé le tampon de l'entreprise. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser des zones d'emplacement réservées. Alors, que sont ces zones d'emplacement réservées? Mais tout simplement, c'est pouvoir dédier, pouvoir faciliter la position d'un tampon sur le document PDF visuel. Et là, on définit des mots-clés. Alors, vous voyez, moi, j'ai écrit ici signature destinataire, c'est-à-dire que dans le document, dans le contrat de travail, eh bien, j'ai écrit en blanc ce texte-là, signature du destinataire, signature destinataire. Et sur ce texte-là, je vais apposer le tampon de la signature du destinataire. Pareil pour la signature entreprise, pareil pour le tampon contralia. D'accord? Donc là, c'est pouvoir organiser, d'accord, la position des tampons qui vont être positionnés sur le document final. Ensuite, on a décidé, dans le cas de la signature d'un contrat de travail, d'avoir un recueil du consentement. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, etc., etc. Mais là, ça veut dire aussi, on va avoir un système de cases à cocher qui va être accessible au destinataire, qui va cocher la case sur laquelle, qui va ainsi valider le fait qu'il ait lu le texte à côté. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est $case, puisque c'est l'endroit où va être positionnée la case. Alors, dans le cas de la signature, on va mettre aussi en place des paramètres de relance automatique, puisque l'objectif, évidemment, c'est que la plateforme fasse son job, puisque on va, solliciter des personnes, et ces personnes peuvent être, j'allais dire, occupées. Il faudra peut-être les relancer. Donc, au premier rang desquels, on va pouvoir relancer le valideur. Bah oui, je suis préparateur, j'ai préparé 5 contrats de travail, bah, il faut qu'ils soient validés par le responsable RH. Donc, je vais dire, ouais, le valideur, je vais le relancer un jour après avoir déposé le document, parce qu'il n'a pas lu son premier email. Et ainsi de suite pour le destinataire, pour le signataire. Voilà. On organise ici les relances automatiques qui sont faites par email, évidemment, pour inciter les personnes destinataires des traitements de pouvoir les opérer. Allez, j'enregistre. Voilà pour le paramétrage du compte émetteur. Et alors évidemment, dans le cas du devis, j'ai refait un autre compte émetteur, mais avec d'autres émetteurs, d'autres opérateurs, pardon, et pourquoi pas d'autres services. Pour vous montrer que c'est très facile à traiter, et puis surtout, ça va nous permettre aussi de bien séparer j'allais dire les domaines, plutôt le domaine RH, plutôt le domaine vente avec les devis, plutôt le domaine achat, etc. Donc c'est plus facile et ce sera bien plus aisé puisque ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Allez, ce que je vous propose, c'est de démarrer la saisie d'un contrat. Et pour cela, on va aller directement dans le menu signature. Alors, les traitements s'opèrent en 3 étapes, si je peux dire. On va préparer un contrat, on va valider un contrat et on va suivre un contrat. D'accord, on est dans un process qui est toujours identique et on retrouvera le même type de process pour la facture, le bulletin par exemple. Comme ça, on n'est pas perdu. Donc, cette plateforme unique, cette plateforme unifiée qui permet de prendre en charge tous les types de documents, c'est pratique parce qu'on n'est jamais perdu. Allez, je suis préparateur au niveau du service RH et je vais préparer un contrat de travail pour mon ami Jean Pousse. Donc là, je vais créer un nouveau contrat et il s'agit, dans un premier temps, d'aller chercher les documents contractuels. Alors vous voyez, on n'est pas très dégourdi. Moi, en l'occurrence, je vais être guidé. Je fais l'étape 1, puis je passerai à la 2, puis à la 3, à la 4. Vous avez compris? C'est simple, on n'est jamais perdu. Allez, je vais chercher mon document, je vais chercher mon contrat de travail, d'accord, que j'ai préparé et que j'ai mis à disposition, que je vais mettre à disposition de mon ami Jean Pousse. Voilà, voilà le contrat de travail, vous voyez, on a le visuel du document. Et puis sur ce document, on va identifier un certain nombre d'éléments pour nous simplifier la vie, encore une fois. Donc, on va chercher l'emplacement de l'adresse postale. Donc, avec ma souris, je trace la zone. Vous voyez, Monsieur Jean Pousse, c'est l'adresse ou la dénomination. Alors, c'est une zone qui n'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'obligation à avoir l'adresse postale sur les documents, bien évidemment, mais ça évitera ça permet aussi d'avoir une adresse et de faciliter la saisie plutôt. On va trouver ici l'adresse email. D'accord, je trace ici l'adresse email, c'est une information d'adresse email. Et j'aurais pu éventuellement aussi tracer, c'est juste pour vous montrer, on aurait pu tracer le numéro de téléphone. Vous savez, on a vu tout à l'heure, si on faisait si on faisait une signature via un OTP, on aurait pu renseigner le téléphone ou capter le téléphone directement sur le document. Voilà, c'est pratique. Et comme ça permet de faciliter et de simplifier les process. Voilà. Voilà pour ce document et vous remarquerez, alors je vais descendre tout à fait en bas, vous allez remarquer, peut-être écrit, je vais peut-être grossir, hop,
Vous voyez, signature du salarié, je ne sais pas si vous voyez un texte en gris là, signature destinataire. Tiens, ne serait-ce pas le mot que j'ai identifié tout à l'heure dans le compte émetteur pour définir l'emplacement d'un cadre qui va stocker, d'accord, la signature du salarié. Pareil pour la signature de l'employeur et pareil pour la signature du tampon contraliant. Vous remarquerez aussi le $case. J'ai lu, j'accepte les conditions générales. Alors, je vais encore faire un petit zoom avant, vous voyez. Donc, ce sont des données que l'on va positionner sur le document et dans lesquelles vont se mettre ou se saisir automatiquement des zones. Allez, nous voilà donc maintenant avec ce document principal. À ce document principal, on va pouvoir joindre des documents secondaires. Que sont ces documents secondaires? Ces documents secondaires, ce sont des documents qui peuvent transiter avec le document principal et qui doivent être signés en même temps que le document principal. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Imaginez le règlement intérieur. Donc, on pourrait tout à fait ici avoir le règlement intérieur, parce que ce règlement intérieur doit être, j'allais dire, validé par le collaborateur qui arrive, d'accord, et qui va devoir effectivement en prendre connaissance et le signer. Donc là, on est bien sur un document qui va être fusionné avec le document principal sur lequel on va apposer une signature. Alors, on peut en avoir plusieurs. Hein. Vous faites glisser ici les documents. On peut en avoir plusieurs. Et ensuite, on a des documents joints. Alors, ces documents joints, quant à eux, vont transiter avec le document principal, mais ne nécessitent pas une signature. Donc, ils vont être dissociés. Ils vont être totalement dissociés de ce document principal. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ce serait le détail de la couverture de la mutuelle, j'allais dire je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, l'utilisation de la machine à café, j'en sais rien, à trouver les documents que l'on pourrait joindre, les gestes barrières du Covid, tiens, je vais mettre ça. Voilà, vous verrez tout à l'heure. Donc, on a des documents joints qui n'ont pas besoin d'être signés. Voilà, simplement, on peut rajouter à un document principal des secondaires et des documents joints. Étape 2, hein, on a fini l'étape 1, il s'agit d'identifier ce destinataire. Ce destinataire, c'est Jean Pousse et il s'agit de le retrouver dans la base de données s'il est déjà présent. S'il n'est pas présent, on va pouvoir le créer. On va pouvoir le créer en lui donnant dans un premier temps, en le rattachant au bon compte émetteur, parce que moi j'ai tous les accès, mais évidemment, celui qui n'est que sur le service RH n'aurait que ce compte émetteur. Je choisis ici d'identifier ce contractant par une valeur unique, et vous remarquerez de façon automatique que tout s'est renseigné correctement. L'adresse email, le téléphone, ben on ne l'avait pas, donc il ne s'est pas renseigné, le nom, le prénom et l'adresse postale. Voilà, donc je crée mon destinataire. Je vais ensuite pouvoir désigner le valideur. Le valideur, c'est celui qui va relire le contrat de travail, voir s'il n'y a pas d'erreur. Bah oui. Donc ce valideur, le préparateur, il a accès à la liste de tous les personnels qui ont le rôle valideur et qui sont rattachés au compte émetteur. Banco. Je retrouve mon gars qui s'appelle contrat validé. Alors là, pour le coup, je vais me définir moi-même comme le valideur, d'accord? Pareil pour la signataire. Qui est le signataire? Donc je retrouve ici dans la liste tous les personnels qui sont identifiés sur la plateforme et qui ont le droit de signer sur le compte émetteur. Moi-même, je suis le signataire. Étape 5, on va définir le service de signature. Comment allons-nous signer ce document? Et là, regardez, on retrouve tous nos services, d'accord, que l'on avait organisé tout à l'heure. Ben là, ce document, là, quand même, je voudrais l'envoyer par un OTP, d'accord? Je voudrais un OTP, celui du destinataire, et je mets le type de signature. Un contrat, une désignation, donc CDI de Jean Pousse, d'accord? J'ai une date limite de signature. Alors ça peut être pratique dans le cas des devis, par exemple. Je borne la date limite de signature au-delà duquel le devis, s'il n'est pas signé ou si le contrat n'est pas signé, ben, il s'éteint. Il n'est pas du tout, pour le coup, valide au-delà de la date de péremption qui est définie ici. Et enfin, on va pouvoir renseigner ici un petit texte qui sera visible par Jean Pousse, un petit texte sympathique qui lui sera acheminé pour qu'il en prenne connaissance. Donc, c'est la petite attention qui fait plaisir. Étape 7, qui n'existe pas, ben, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi? Est-ce que je l'enregistre? Est-ce que je l'annule? Est-ce que je le valide? Est-ce que je le soumets à validation? Alors, je vous rappelle que moi, je suis tout. Je suis préparateur, valideur, signataire. Donc là, je pourrais tout à fait enregistrer ce document et le garder sous le coude pour ensuite
j'allais dire, le mettre, le valider en masse, par exemple. Donc là, en l'occurrence, je vais procéder à sa validation immédiate. Ça veut dire que ce que je viens de déposer, c'est conforme puisque je suis moi-même valideur et je valide. Là, ce qui se passe, c'est que on va mettre en circulation le document auprès du destinataire, auprès de ce fameux Jean Pousse. Et comme nous sommes sur une plateforme de démo, d'accord, je vais m'acheminer ce document-là pour qu'on le voit bien. Donc évidemment, cette étape, vous ne l'avez pas quand on est hors d'une plateforme de démo. Et je confirme. Donc le contrat va être validé et le workflow de signature initié. OK, c'est banco. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc la plateforme va prendre en charge les différents documents que j'ai associés avec le contrat et puis je vais mettre en circulation auprès de notre ami Jean Pousse le document. Donc notre gars Jean Pousse, que se passe-t-il? Je vais aller voir directement dans ma messagerie et il est ici, Jean Pousse. Il reçoit un email, Jean Pousse. Salut Jean Pousse, il y a un document à signer, il est valide jusqu'au 31 octobre 2022, tu peux le consulter, le signer, etc. Donc il y a un message qui apparaît et qui est accessible à Jean Pousse. Alors ce fameux Jean Pousse, évidemment, il va s'empresser de cliquer sur le lien, d'accord, et je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre pour vous permettre d'accéder à la consultation. Donc là, la machine propose là de visualiser le document ou de visualiser les documents. D'accord? Ça y est, nous y arrivons. Donc là, on est dans on s'appelle Jean Pousse, là, on est d'accord? On a pris l'identité de cet individu. Donc ce fameux Jean Pousse accède au document. Alors, j'allais dire auquel document? Regardez, on a le document principal. Ouais, ils sont où les documents secondaires? Eh bien, les documents secondaires, comme je vous l'ai dit, ils ont été fusionnés avec le document principal, puisqu'ils font l'objet d'une signature commune. Allez, on descend, on va voir. Donc je descends sur mon contrat. Parfait. Je vois, hop là, je vois qu'il y a la case à cocher qui clignote bien en disant, hé, t'oublies pas de la cocher, la case, hein. D'accord? Il y a les tampons qui sont prépositionnés, mais qui pour le coup sont vierges. Et regardez qu'est-ce qu'on trouve en page suivante. On trouve le modèle de règlement antérieur qui a été fusionné avec le document principal, puisqu'il doit être signé en même temps. Donc là, notre ami Jean Pousse, il peut télécharger le document, l'imprimer, le lire à tête reposée, annoter des choses, dire attends, je suis pas d'accord, ok, c'est bon, ils se sont pas trompés, mon salaire, mon truc. D'accord? Il peut faire tout ça. Et puis, il va bien falloir qu'il fasse la signature. Donc la signature, il va cocher ici pour dire la case à cocher, mais j'ai bien lu et j'ai bien consulté. Il a le règlement intérieur, hein, qui est le document qui lui permet d'accéder au document que j'ai associé tout à l'heure. Et puis, il va pouvoir signer. Donc la signature s'opère de signe. Ah zut, le contrat doit être lu jusqu'à la fin avant signature. Ah oui, ok. Donc il va devoir aller jusqu'en bas. Il prend connaissance du document puisqu'il faut parcourir tout le document directement pour permettre, d'accord, à la plateforme de dire, ben, tu as bien lu le document. C'est une obligation que d'aller jusqu'en bas. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, tiens, avant de le signer, regardez, on retrouve les gestes barrières. Donc, c'est les fameux gestes barrières qui ont été associés sous forme de documents joints. Je pourrais en avoir 3, 4, 10, 22, on s'en fiche. Il y aurait plein de documents. Et notre ami Jean Pousse, pour le coup, va pouvoir signer. Mais il peut aussi refuser, vous voyez. Et donc, ce refus, évidemment, est bien malheureux, mais en tout cas, il peut le faire. Donc, il va signer le document. Et lorsqu'il signe le document, il va pouvoir renseigner ici sa signature. Alors, on a un peu devancé l'affaire puisqu'on a repris son nom et on l'a positionné ici. Alors, on pourrait effacer la signature, on pourrait gérer la signature à la place du nom, on pourrait aller chercher, Jean Pousse, il pourrait aller chercher une image de sa signature, il pourrait mettre son propre gris-gris, d'accord? Bon, là, pour le coup, on va faire ça, on va faire un mix des deux, si on peut dire, hein. Hop, voilà, hein, je signe comme ceci. Et Jean va lui demander d'obtenir son code de signature. Son code de signature, hein, qui va lui être acheminé par SMS, d'accord? Et il s'agit de mettre ici le numéro de téléphone, d'accord? Qui va réceptionner le fameux code OTP qui va étayer le dossier de preuve, d'accord? Donc, on rajoute des surcouches avec ce numéro de téléphone et ce code OTP. Allez, je reçois mon code, voilà. Donc, je consulte présentement mon téléphone portable, donc c'est le 55 87 43. Donc, c'est le code OTP, c'est le code reçu par SMS, et je vais signer. Donc là, Jean Pousse se dit, bon, ok, pour moi c'est nickel, j'ai lu le contrat, il me convient, je valide l'affaire. Ok.
Ça y est. Sauf que c'est pas tout à fait fini, donc il a bien été apposé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut engager l'entreprise. Ah oui, donc il y a le signataire qui doit, lui, poser son tampon, si je peux dire. Eh bien, ce signataire, regardez, hein, vous vous rappelez, je suis le signataire. Et pour pas oublier, je reçois un email, moi, en tant que signataire. Hein, on envoie au gérant, en gros, hein, de l'entreprise, on dit, ben voilà, tu dois signer un contrat, quoi. Ah, ok, je dois signer un contrat. Bon, très bien. Il peut le signer en cliquant sur le lien ou alors se rendre sur la plateforme, rafraîchir éventuellement la page. On voit que Jean Pousse, vous voyez maintenant, Jean Pousse, il a bien fait son job. Il y a le petit V vert qui dit OK, j'ai signé. Reste à faire signer ce gars-là, hein, ce signataire. Et là, pour le coup, on va utiliser le petit crayon ici qui est positionné dans le suivi des envois. Hop, en cliquant là-dessus, on accède à la visionneuse. Et oui, parce que celui qui engage l'entreprise, il doit lire le document tout autant que celui qui était destinataire du document, hein, pour bien dire, ouais, je suis d'accord avec les termes du contrat. Le préparateur fait son job, le valideur, il a peut-être oublié un certain nombre d'éléments, mais non, on va devoir, là aussi, parcourir l'ensemble du document, d'accord, pour accéder à la signature, évidemment, du document. Donc moi, en tant que signataire, ouais, je vais signer. Je signe sans utiliser un OTP. Ah ben oui, parce que j'ai pas mis le service et les options associées au service avec le code OTP. Oui, il y a ma signature qui apparaît automatiquement parce que je suis un peu feignant. Je l'ai attaché dans mon compte utilisateur de la plateforme. C'est mon gris-gris, si je peux dire. Et je signe. Donc la signature, effectivement, a bien été opérée. Donc votre signature a bien été apposée sur le contrat. Et on peut dire que l'ensemble du process est ficelé. D'accord? Tout ça, c'est signé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Jean Pousse, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Eh bien, Jean Pousse, il reçoit un email. Bah oui, il reçoit un email qui lui dit, OK, Jean Pousse, très bien, votre contrat a été signé par toutes les parties. Et donc, Jean Pousse va pouvoir, évidemment, récupérer le document, d'accord? Et pour le télécharger, évidemment, pour qu'il ait la preuve, puisque là, le document, il est signé par toutes les parties. Et dans l'immédiat, pour répondre à ta question, Romain, on n'a qu'un signataire. D'accord? On va faire évoluer la plateforme, hein, mais je vous parlerai des nouveautés de la plateforme qui vont rapidement arriver, et entre autres, les multisignataires, hein, évidemment, qui sont disponibles. On a déjà un multivalideur, bien évidemment. Alors, le document, ou plutôt les documents, les voilà. Donc, on a le document principal. Regardez la visionneuse, on accède au document et vous remarquerez que les tampons, regardez, ont trouvé place, hein, un certain nombre d'éléments qui sont les signatures. Il va pouvoir le déposer, sur Digipost s'il le souhaite, hein, coffre-fort à usage personnel de stockage des documents, mais aussi il va pouvoir le télécharger. Donc, je vais télécharger le document, d'accord? Et comme ça, on va le regarder. Alors, ce document, vous voyez, il prend la forme d'un zip. Pourquoi? Parce que dans ce zip, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a tous les documents. On a le document principal, mais aussi les documents joints. C'est pour ça qu'on va le faire sous forme d'un zip. Donc, je vais extraire ce document, voilà, et je vais aller ouvrir ce document directement avec mon lecteur PDF préféré, voilà, et j'ouvre avec Acrobat Reader le document. Donc, ce document, le voilà, d'accord? Il est ici, on peut le zoomer, bon, vous savez faire, et on a un panneau des signatures. Alors, j'entends certains qui me disent, oula, une signature au moins présente un problème. Eh oui, on est sur une plateforme de quoi? Une plateforme de démo. Donc, sur une plateforme de démo, évidemment, on a un certificat qui n'est pas tout à fait conforme, sinon on ne serait pas sur une plateforme de démo, hein, évidemment. Donc là, c'est le contexte normal, évidemment. Dans le cas de la plateforme de production, il n'y a pas ce message. Le panneau des signatures est accessible à gauche par le biais du crayon, ou alors on va pouvoir cliquer sur les tampons, d'accord, présents dans le document. Allez, je vais à la page des tampons, et quand je clique sur le tampon ici, regardez, hop, je peux accéder à la propriété de la signature et je détaille la partie, j'allais dire, technique de la signature avec le certificat, avec toute la partie qui valide, j'allais dire, le côté légal de la facture, de la signature, pas de la facture, de la signature. Tout est là-dedans, hein, et tout est géré, effectivement. Et cette technologie est fournie par Contralia, d'accord? On le voit ici, c'est Contralia Certinomis. Tout ça, ce sont des filiales de la Poste, hein, DocaPost, Certinomis, Contralia. Hein, donc, c'est les organismes de certification qui ont aujourd'hui, qui sont tiers de confiance.
Et ainsi, on va pouvoir cliquer sur chacun des tampons pour accéder aux propriétés de chacune des propriétés. D'accord? Et on retrouve ici le tampon certificateur de DocaPost. Donc, c'est l'organisme qui valide la signature. Et vous remarquerez, il y a un numéro de hash là, vous voyez, le 2C96, c'est quoi? C'est le hash du fichier et c'est ce que va garder DocaPost. Si demain il y a un litige, eh bien, on pourra demander à DocaPost, écoutez DocaPost, c'est quoi le document? Et eux, ils auront la preuve, d'accord, du hash du document et on pourra les appeler en cause, si on peut dire. D'accord? Voilà. Et là, on a le détail. Alors, ce document, hein, vous avez vu, c'est Jean Pousse, il en fait ce qu'il en veut. Hein. Et puis l'entreprise, pareil. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Parce que ce document, il faut peut-être le stocker, il vaut mieux le garder, sachant que la plateforme n'a pas vocation à garder les documents. Alors, le voilà. Donc, ce document, quand je reviens sur la suivi des envois, quand j'actualise la page, voilà, on voit bien que les deux parties ont signé, les destinataires et le signataire, et le document, il est totalement signé. Ce document va rester 2 mois sur la plateforme. Nous ne sommes pas un espace d'archivage. Donc l'entreprise va devoir aussi récupérer le document, d'accord? Elle va pouvoir le télécharger pour le mettre dans sa GED, pour le mettre sur son SharePoint, pour le mettre dans le dossier du salarié, je n'en sais rien, elle en fait ce qu'elle en veut. Donc voilà, on utilise ici cette fonctionnalité de télécharger les documents pour le compte de l'entreprise. Alors pour répondre à ta question, Romain, donc dans le cas d'un contrat qui serait sans document joint, on a aussi un fichier zip. Mais c'est une bonne remarque, donc on pourrait effectivement soumettre ça à notre service de développement, effectivement. C'est une très bonne remarque. Si le contrat ne porte qu'un seul document, pourquoi un zip? Effectivement, on va demander, je vais m'empresser dès la réunion terminée de soumettre ça auprès de nos équipes développeurs. Vous avez vu, c'est facile, c'est simple et surtout que c'est très fluide. Alors évidemment, on peut changer les modèles d'email, d'accord, hein, on peut rédiger des modèles d'email qui sont tout à fait personnalisés et c'est bien pratique, encore une fois, hein, que de porter un email personnalisé. Donc, on va pouvoir gérer ce type de traitement. D'accord? On les trouve ici, hein, les emails, signatures refusées, etc. Alors, cette plateforme, vous l'avez vu, hein, elle peut s'alimenter via un dépôt de documents, dépôt manuel. Imaginez que vous souhaitiez la mettre en œuvre pour traiter les devis. Oh là là, quelle galère, quoi. On ne va pas déposer les devis un par un, quoi. C'est pas possible. Hein. Il faut trouver une solution. Donc, pour ce faire, on a mis en place un connecteur, d'accord? Un connecteur que certains d'entre vous connaissent, c'est TAI, d'accord? Qui va permettre de faire le lien entre, pourquoi pas, une solution de RP et la plateforme. Et je vous propose d'aller voir ça tout de suite, très simplement, par un exemple concret. Alors, regardez, je vais utiliser un ERP qui s'appelle BP. Très bien. Il y a d'autres ERP, ça peut fonctionner avec n'importe quel ERP, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc je suis dans la liste des devis, et puis ces devis, c'est bon, je les ai validés, ils sont très bien, et je suis dans mon ERP. D'accord? Je vais donc les imprimer, d'accord? Je vais imprimer la sélection, et je vais les imprimer vers une imprimante un peu particulière qui s'appelle TAI. Alors, je pourrais la nommer faire signer les devis. En tous les cas, je lui donne un nom. Et pour le coup, c'est cette imprimante qui va faire le lien, cette imprimante virtuelle qui va faire le lien avec la plateforme. Donc là, attention les yeux, regardez, pouf, c'est en cours de traitement. Donc concrètement, il y a un traitement de mise en forme par le RP qui repose, qui met le document au format, etc. Et ce document, il est envoyé vers cette imprimante virtuelle. Et cette imprimante virtuelle va se charger de transférer et de mettre à disposition le contrat sur la plateforme. D'accord? Voilà. Et là, ça y est, un petit pop-up. Les documents sont ici. Les devis apparaissent ici, pardon. Et j'ai fait volontairement le choix de les déposer sur la plateforme sans les valider automatiquement pour qu'ils soient envoyés au client, tout simplement pour les voir. Donc, les documents, vous avez vu, sont arrivés dessus. Ici, je peux ouvrir le document pour trouver le document à signer. Donc, c'est bien un devis à signer. Éventuellement, j'aurais pu avoir des documents secondaires puisque le connecteur permet de mettre des documents secondaires et des documents joints. J'aurais pu tout à fait faire cette opération. Je me suis contenté tout simplement de traiter le document. Alors,
Là, j'ai utilisé un service de signature qui nécessite une validation parce que je voulais vous le montrer, parce qu'il est tout à fait possible que le devis soit automatiquement envoyé auprès du client destinataire par le même type d'email qu'on a vu tout à l'heure de notre ami Jean Pousse, d'accord, qui lui va opérer le traitement de signature. Pareil. Et là, je pourrais aussi, suivant la nature, le type de signature, faire une validation automatique de l'entreprise. Ben oui, hein, je ne vais pas demander au chef d'entreprise de valider le devis du client. Donc non, voilà, tout ça, c'est des opérations qui sont liées en fait au type de signature. Ici, je vous rappelle, hein, au service de signature que l'on retrouve. Ici, on a le service de signature. Voilà. Et j'ai fait exprès de le faire, de ne pas faire une auto-validation, hein, pour envoyer automatiquement auprès du client. Voilà, on vient de voir que cette plateforme, hein, elle pouvait s'utiliser de façon unitaire en déposant des documents. On voit aussi qu'elle peut être alimentée de façon automatique via un connecteur, d'accord, qui doit être mis en œuvre et paramétré pour faire le lien entre bah, l'ERP, c'est bien ce qu'on a vu, et le document. Et je vois que Romain encore qui est très actif ce matin, merci Romain, et il me demande est-ce que ce connecteur fonctionne avec Word? Pardi qu'il fonctionne avec Word, aucun problème puisqu'il s'agit d'imprimer. D'accord, on imprime vers l'imprimante virtuelle, donc on va utiliser ce connecteur à partir d'une imprimante virtuelle. Donc finalement, ça peut marcher avec Word, avec un logiciel divers et variés. Il n'y a aucun problème, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une imprimante. Alors, Romain, encore une fois, une question de Romain, merci. Est-ce que la personnalisation des emails va jusqu'à la signature aux couleurs de l'entreprise? Bien sûr, on peut paramétrer le modèle d'email, d'accord? Et on pourrait mettre, pourquoi pas, ici, il y a un logo, hein, on pourrait tout à fait mettre un logo et changer le logo et mettre le logo de l'entreprise, bien sûr. Donc, on va pouvoir faire ça. Alors, ça me permet, tiens, de rebondir sur une nouveauté, hein, qui nous a été demandée, c'est des emails en langue étrangère puisqu'il peut être amené à envoyer, je sais pas, en anglais, en espagnol, en italien, je n'en sais rien. Donc on pourra effectivement, vous voyez, ici définir la langue cible et exprimer et faire le lien avec la langue du client, enfin pas la langue du contractant, celui qui doit signer, et ainsi on aura un email qui sera parfaitement rédigé dans la langue du destinataire. Voilà. Alors, Patrice, merci Patrice pour la question. Alors, Patrice, il nous fait part de quoi, hein? Il nous fait part d'une problématique qu'on rencontre en tant que consultant, hein. On intervient chez un client et puis on a on fait une formation groupée et puis on a plusieurs personnes qui assistent à la formation. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs signataires? D'accord? 15 stagiaires ou 20 stagiaires. Donc là, encore une fois, Patrice, aujourd'hui, c'est pas possible. D'accord? On va bien évidemment faire évoluer notre plateforme, hein, de signature pour proposer, on l'a vu tout à l'heure et Romain, c'était dans ce sens-là, eh bien, on pourra avoir plusieurs signataires au sein de l'entreprise, hein. Imaginons les co-gérants qui doivent signer les deux documents. Donc, on a ça, mais aussi, on a plusieurs signataires qui vont être possibles pour faire des attestations de présence. Ce serait bien pratique de faire signer chacun d'eux. Oui, ça va arriver. Alors, Bruno, merci et bonjour. Euh, donc là, pour le coup, Bruno qui me demande, est-ce qu'on peut personnaliser l'email avec les infos transmises par TAI? Non, on ne peut pas personnaliser l'email. Alors, j'allais dire si, puisque lorsqu'on est sur la plateforme, quand on fait clic droit ici, vous voyez, on a des variables. Donc des variables qui sont quelque part des personnalisations. On récupère le nom du destinataire, c'est une information qui est véhiculée par TAI. Donc j'allais dire, alors du coup, Bruno aussi, on peut personnaliser, mais dans une certaine limite, d'accord, on peut personnaliser les emails. Ouh, les questions, ça arrive là, hein, j'en ai plein de questions. Alors, qu'est-ce que c'est? Je fais vite. L'OTP fonctionne-t-il avec des téléphones étrangers? Oui, puisque l'OTP, on a vu il suffisait pardon, de mettre le code identifiant pays, hein, la plus 33. Donc, nous avons certains de nos amis du Gabon, je crois. Donc, effectivement, c'est la possibilité de le faire, hein, via un téléphone destinataire qui porterait un numéro de téléphone étranger. Oui. Alors, le groupe SIA, bonjour à nos amis du Gabon. Est-ce que le tampon et les signatures sont en filigrane? Alors, on l'a vu, le tampon, non. D'accord? Le tampon, attendez, je vais réouvrir le document.
Il n'y a pas de filigrane. Là, le seul filigrane qui apparaît, c'est le test, hein, c'est le mot test, mais parce qu'on est sur une plateforme de démo, d'accord, on le voit. Donc c'est ce mot test, donc pour valider, pour dire qu'on est sur une plateforme de démo. Donc non, il n'y a pas de filigrane là pour le coup, hein. Les tampons, il faut leur dédier une place et c'est comme un tampon, il masque ce qu'il y a dessous. Voilà. Alors, Romain, est-ce que j'ai une date de mise à disposition du multisignataire? Je ne sais pas te répondre aujourd'hui. Je veux bien me renseigner pour te communiquer l'info rapidement. Je ne sais pas la date à laquelle cette mise à jour sera présente. D'accord? Donc, ça devrait, euh, ça devrait arriver, je l'espère, rapidement. Mais je n'ai pas de délai là, à vous donner aujourd'hui. C'est dans les tuyaux, d'accord? Ça, c'est clair, c'est identifié puisque c'est une demande. Mais voilà, on est sur la plateforme de Demat. Alors, on a une histoire qui est courte avec cette plateforme, hein, puisqu'il y a peu de temps, il y a un peu plus d'un an qu'elle existe, hein, face à une concurrence qui est déjà présente sur le marché avec une vingtaine d'années d'expérience. Mais voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin et hélas, ça avance pas assez vite, à notre avis, mais bien, euh, on espère pouvoir vous donner toutes ces infos. Un point sur lequel je voulais revenir, et qui est intéressant pour vous, hein, futurs utilisateurs de la plateforme. Donc, vous allez évidemment, on va reprendre ces éléments-là tarifaires. Donc, il n'y a pas d'engagement minimum à payer par mois. Il n'y a pas de tarif par utilisateur. Donc, on peut créer autant d'utilisateurs que l'on souhaite. Et puis, on va facturer la signature dès lors qu'elle a été signée complètement. D'accord? Si la facture, si Jean Pousse avait refusé son contrat de travail, eh bien, on ne facture pas la signature. On ne facture la signature qu'à partir du moment où elle est complète et totale. D'accord? Les deux parties ont signé. Donc, et on est sur de la facturation à l'usage. Je paie ce que je consomme. Voilà. Et il n'y a pas d'engagement. Un jour, je fais 3 contrats, mais je facture 3 contrats. Le mois d'après, je fais rien, mais j'ai pas de facturation. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est importante pour nous. On ne facture que ce qu'on consomme. Voilà. Mais écoutez, nous arrivons au terme. Donc, merci de votre présence. Merci de vos participations respectives à tous. Là, ça nous a permis d'animer un petit peu ce webinaire. J'espère pouvoir vous revenir vers vous et vous donner des précisions quant à ces dates de mise en service des différentes fonctionnalités. Restez à l'affût, consultez vos messageries, vous aurez des infos de la part des équipes de compagnons pour vous donner tout ça. Merci à toutes, merci à tous. Passez une belle journée et à très vite.